Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, là, de cette présentation d'aujourd'hui. Vous savez que le but de Zéro Carbone Millionnaire, et plus particulièrement de ces lives, c'est de vous permettre de rester en avance sur le marché. Quand on investit, on ne peut pas avoir raison tout seul dans son coin, il faut avoir raison avant les autres, et il faut que les autres se rejoignent nos tests d'investissement en un moment ou un autre. Sans quoi, on peut avoir raison tout seul pendant 5 ans, pendant 10 ans, et à la fin, on n'a pas fait de plus-value. Donc c'est un petit peu dommage. L'avantage de la transition énergétique, et c'est là-dessus qu'on insiste depuis les débuts du service, c'est que c'est un sujet qui est de plus en plus médiatique, mais qui est maltraité par la presse généraliste, par nos hommes politiques. Donc, ça nous permet de faire des arbitrages, nous, d'être un petit peu en avance et de nous placer sur des thématiques et sur des évolutions avant qu'elles soient connues du plus grand nombre. C'est comme ça qu'on arrive à faire des performances un petit peu délirantes par rapport à ce qui se fait sur les autres services d'Agora, où il y a souvent besoin d'avoir du levier pour faire des performances à 2 chiffres. Vous avez vu que sur Zéro Carbone, on arrive à les faire parce que les valeurs sont justement très volatiles, parce qu'il y a ce différentiel d'information. Là, je vous ai mis une copie d'écran de Bloomberg, mais vous l'avez vu dans la presse nationale. Mais si je vous cite Bloomberg, c'est pour vous montrer à quel point la parole d'un président est importante, y compris à l'étranger. Macron dit que les Français doivent baisser leur consommation d'énergie ou faire face à un hiver difficile. Je vous préviens depuis les premiers jours du conflit en Ukraine que ça ne passera pas sans énergie russe. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'information est en train d'être diffusée. Euh, on le savait pour les spécialistes de l'énergie, en faisant des simples calculs de coin de table. Il n'a fallu que quelques heures aux spécialistes pour se rendre compte qu'on allait avoir un très gros problème si on devait se passer des investissements russes. Les médias, vous savez, ça fait un peu comme la crise sanitaire. Il y a une phase de déni, après il y a une phase de sidération, et puis il y a le message politique qui vient polluer un petit peu tout ça. Jusqu'au mois de mai-juin, on entendait surtout dire que c'était important de prendre des sanctions contre la Russie, que c'était important de faire du mal à Vladimir Poutine, et puis on ne se rendait pas bien compte de ce que ça allait nous coûter. On était dans une sorte de quoi qu'il en coûte énergétique. On voulait, pour des raisons géopolitiques, attaquer la Russie, alors ce qui est un domaine qui n'est pas le nôtre, donc je ne vais pas le commenter, mais on ne parlait pas du tout de l'impact que ça allait avoir sur notre société et en termes de coûts économiques, humains et d'organisation sociale. Là, on a un président de la République, c'est pas n'importe qui, la France c'est une puissance nucléaire, c'est la 7e économie mondiale, qui dit qu'on va manquer de carburant, au sens propre comme en figuré. Pourquoi c'est important? Parce que l'énergie, vous le savez, c'est vraiment le carburant, c'est pour ça que j'utilise ce mot, pas que pour nos voitures, mais pour toute notre économie. La conso d'énergie de l'humanité a toujours été corrélée au PIB. J'emploie pas le mot toujours légèrement, c'est vrai depuis 8000 ans. C'est vrai depuis qu'on a commencé à domestiquer les chevaux, les aurochs, pour se servir de la force animale. Ça a été aussi vrai au début de la révolution industrielle. Ça a été vrai quand on a commencé à mécaniser l'agriculture avec les machines. C'est aussi vrai quand les usines se sont mises à tourner avec des moteurs thermiques puis électriques. On n'a jamais vu de décorrélation de la consommation d'électricité et du PIB. Donc là, vous avez le président qui nous dit baissez la consommation ou vous aurez des problèmes. Un peu comme on nous disait, si vous vous souvenez, en mars 2020, confinez-vous ou on aura un problème avec le coronavirus. Moi, ce que je viens vous dire aujourd'hui, chiffre à l'appui, parce que vraiment, ce n'est pas de la paranoïa de ma part, et vous savez que je suis plutôt un optimiste de la transition énergétique, c'est qu'on aura à la fois la baisse de consommation, qui sera un petit peu subie, un petit peu obligée aussi, on le verra dans quelques instants, mais qu'on aura aussi les problèmes. Tout le monde, bien sûr, n'aura pas des problèmes, mais il n'y aura pas de l'énergie pour tout le monde, très probablement, cet hiver. Avant de terminer là, sur cette citation du président, et je reviens juste sur la diffusion de l'information, donc là on est au stade où donc les spécialistes savent depuis le début de l'année qu'il y a un problème énergétique, on commence à avoir des hommes politiques qui envoient un petit peu des ballons dans l'opinion publique pour préparer les esprits. On avait eu avant ça les énergéticiens, si vous vous souvenez, EDF, Engie, Total Energy, qui ont fait un comité groupé pour dire que, attention, ça ne fonctionne pas avec les réserves de gaz qu'on se prévoit d'ici le renouveau de la consommation à l'automne. Donc, de plus en plus de gens, vous allez avoir des gens qui vont réaliser qu'il va y avoir une pénurie énergétique. Et ça va se faire en plusieurs mouvements. Les gens vont se dire, ils vont sortir du déni, ils vont se dire, bon, il faut faire quelque chose au niveau énergétique. Après, ils vont avoir envie d'investir dans des entreprises de l'énergie, mais tous azimuts, parce que la plupart des investisseurs ne s'intéressent pas vraiment à l'investissement dans l'énergie, comme on ne s'intéressait pas à l'investissement dans la virologie il y a 3 ans de ça n'intéresse personne. C'est un mal nécessaire pour notre économie. Les gens, ils préfèrent investir dans Netflix. Mais vous allez avoir un flux d'investisseurs suiveurs qui va faire un petit peu n'importe quoi. Donc là, il y aura peut-être des gains à faire pour nous. Même si je vous dirais, on ne va pas jouer là-dessus, parce que le but de Zéro Carbone Millionnaire, ce n'est pas de faire des trades spéculatifs, on va juste profiter des petites aberrations de marché quand elles se présentent. Et dans un troisième temps, et là je vous dis, aujourd'hui vous allez prendre 6 mois, voire 9 mois d'avance sur le marché, donc restez bien
en ligne les prochaines minutes, il va y avoir le contre-coup de la crise énergétique, comme on a eu le contre-coup de la crise Covid, si vous voulez. Après la sidération, quand la poussière retombe, on se rend compte quelles conséquences la pénurie énergétique aura eu sur notre tissu économique. Et on sait que ce ne sera pas forcément ni tout blanc ni tout noir, mais on est capable de dire, en regardant ce qui s'est passé il n'y a pas forcément très longtemps, hein, il suffit de remonter aux années 2005-2008, quand on a eu la fulgurante hausse des prix du pétrole, dans la dernière vague haussière exponentielle, pour voir ce que ça a fait sur l'économie. Et voilà, on prend les mêmes recettes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc aujourd'hui, à cet été 2022, il faut simplement se positionner comme on aurait aimé l'être en 2006-2007, grosso modo. Et je reviendrai là-dessus donc à la fin de ce live. Avant la guerre en Ukraine, pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, donc avant qu'on commence à faire des sanctions, l'Europe avait 45% de ses importations de gaz naturel qui étaient assurées par la Russie. 45%, c'est quasiment la moitié. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, sachant qu'on s'engage de plus en plus vers une rupture d'approvisionnement? Nord Stream 2, vous savez, le gazoduc qui devait nous libérer pour les 10 prochaines années, n'a finalement pas été inauguré. Nord Stream 1, là, il est fermé pour maintenance. Il est censé réouvrir la semaine prochaine, mais enfin, rien n'est moins sûr. Hein. On a déjà eu un gros coup de semonce de la part de Gazprom quand ils ont baissé de 40% la puissance sous prétexte qu'il leur manquait des pièces. Alors, personne n'est sur place pour dire si c'est vrai ou pas. Hein. Ça, il y a eu tout un jeu politique de communication autour, je ne me prononce pas là-dessus. Le fait est que quand on réduit le débit du dernier gazoduc d'importance de 40%, avant une maintenance qui réduit à 100% les vannes, on est vraiment en droit de se poser la question, est-ce que ça va repartir ou pas? Et on voit que nos hommes politiques, nos énergéticiens commencent à préparer un petit peu le plan B. Et si Nord Stream 1 ne rouvrait pas, et s'il fallait faire sans gaz russe, non pas à horizon 2023-2024, comme ce qui était prévu initialement dans les sanctions, mais là, cet automne. Alors, vous savez quelle est la stratégie qui est suivie. Hein. On part tous azimuts dans le GNL, on a des solutions. Mais moi, je vous propose aujourd'hui simplement de regarder en ordre de grandeur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a en gros 45% de notre gaz qui ne sera plus disponible entre 2021 et 2022, entre les deux hivers, mettons. On peut économiser l'énergie. L'ordre de grandeur que j'ai mis là, parce que je n'ai pas envie de tirer sur une ambulance et puis je préfère raisonner en grande masse pour vous montrer la pertinence du raisonnement, c'est 10%. Dans les plans là, qui commencent à sortir, à fuiter de l'Élysée, on dit bah, ce sera 10% d'ailleurs en 2 ans, en 2 saisons. Très probablement, d'ici l'hiver, si on arrive à gagner 3 à 5% sans douleur, ce sera, je pense, le grand maximum. Il faut savoir en plus que faire des économies d'énergie, ce n'est pas forcément que de la chasse au gaspillage. Ça l'est dans un premier temps. Prenez par exemple une entreprise dont les salariés travaillent assis dans un bureau devant un PC. Cet hiver, effectivement, il peut décider de baisser le chauffage. Les ressources humaines peuvent se dire, bon, bah, si on baisse le chauffage de 23 à 21 degrés, c'est quasiment 10% de chauffage en moins, donc 15 à 20% de consommation de gaz en moins si on est une chaudière à gaz. Effectivement, la productivité des salariés ne va pas beaucoup baisser, donc on peut se dire que c'est quelque chose d'indolore et même de vertueux, parce que l'entreprise va diminuer ses charges, sa consommation d'énergie, et ne va pas pour autant perdre en productivité. Donc ça, c'est très bien, c'est très vertueux. Mais ça va qu'au-delà d'un certain seuil. Alors déjà, parce que si vous commencez à baisser votre chauffage à 20, 18 degrés, là, vous allez commencer à perdre en productivité de vos employés. Et en plus de ça, même si vous coupez complètement votre chauffage et que vous avez descendu votre consommation de gaz à 0%, eh ben, il y a un moment où vous ne pouvez pas descendre plus bas que 0%. Donc, par expérience, on sait que la chasse au gaspillage, qu'il faut faire, hein, ce n'est pas le sujet, elle ne va jamais très très loin. À mon sens, l'ordre de grandeur de 10%, s'il est annoncé par le gouvernement à échéance de 2 ans, c'est parce que ce n'est pas simplement de la chasse au gaspillage indolore. Et derrière, on met aussi des investissements et des changements de comportement. Ce qui m'amène au deuxième point, les possibilités de report d'énergie. Alors ça, c'est un autre fusil à un coup que nous pouvons utiliser, c'est-à-dire que nous pouvons transférer de la consommation de gaz vers d'autres énergies primaires, notamment l'électricité. Avec quand même la question de d'où vient cette électricité. On sait qu'en France, on n'est pas du tout en situation d'assurer la demande énergétique déjà de base. Hein, on a la moitié du parc nucléaire qui est fermé. Les centrales à gaz, ce n'est pas le moment de les faire tourner à plein régime. On en est à faire repartir des centrales au charbon, on en parlera dans quelques minutes, mais ça ne va pas aller très loin. Donc ce report d'énergie du gaz vers l'électricité qui vient d'on ne sait pas où, pareil, si on arrive à faire 10% là d'ici cet hiver, c'est déjà très très bien. Et enfin, la dernière cartouche que nous pouvons utiliser, et ça nous allons
La- on a déjà commencé hein, à travailler dessus. On peut se dire que les industriels ont vraiment joué le jeu et les pouvoirs publics sont aussi en train de jouer le jeu pour accompagner les projets. C'est les augmentations d'importation de gaz naturel liquéfié. Alors, vous savez, le GNL, c'est pareil, hein, à la sortie, c'est du gaz, ce qui permet de faire des flammes et de la chaleur. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'il vient non pas des gazoducs qui relient un point A à un point B, et puis une fois qu'ils sont posés, ils sont posés, mais comme ça vient de terminaux méthaniers, ce sont des bateaux qui arrivent, comme des pétroliers, on décharge le gaz sous pression et on l'injecte dans les réseaux. Ça, c'est une très bonne solution. On a réussi à doubler les importations de gaz naturel, là, depuis le début de l'année. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment un miracle industriel qui mérite d'être salué. Mais ça représente toujours que 15% des importations de gaz. Donc il manque quelques dizaines de pourcents, il manque quelques dizaines de milliards de mètres cubes. Ça, on ne peut pas les ventiler, si vous voulez, sur les trois sources d'économie qu'on a prévues. Et il manque en fait une quatrième source qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on rentre dans l'économie de guerre, où l'État va nous aider, alors, de façon plus ou moins gentille et de façon plus ou moins douce, à passer cette crise, parce qu'on va manquer de gaz cet hiver, très probablement. Ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont des mots qu'on commence à trouver dans la presse, y compris la presse généraliste. Alors vous me connaissez, j'aime pas les superlatifs, hein. Mais si je vous dis que l'économie de guerre, c'est l'inéluctable nouveau paradigme, chaque mot est important. Économie de guerre, on verra dans quelques instants en quoi ça consiste. Inéluctable, eh ben, parce que vous avez vu, les chiffres montrent que dans l'état actuel des choses, on ne peut tout simplement pas passer l'hiver avec les flux de gaz sans compter sur le gaz russe. Et nouveau paradigme, parce que ça impliquera tout le monde, tous les acteurs économiques, là on le verra aussi dans quelques minutes. Ça veut dire qu'il faut changer notre manière d'investir, ça veut dire qu'on ne peut pas investir dans les énergies nouvelles, mais aussi sur toutes les valeurs boursières, comme on le faisait, ne serait-ce qu'au début de l'année, hein, en janvier. Alors, une petite note quand même d'optimisme, on peut toujours avoir une bonne nouvelle. Je ne reviens pas sur la slide précédente, vous l'avez compris, il manque en gros 5 à 10% des approvisionnements de gaz, si on met en place toutes les techniques qu'on a préparées. Mais on peut avoir un hiver très clément. On peut facilement baisser nos consommations de gaz de 5 à 10% avec des hivers très doux, quand il y a moins besoin de chauffage. On peut aussi avoir une récession économique. Je reviendrai dessus à la fin du live pour vous parler des plans à long terme. Mais vous savez bien qu'une récession économique, ça baisse la demande. Et on commence à voir sur certaines matières premières un petit peu des craquements. Le pétrole ne monte plus de façon aussi exponentielle qu'il y a quelques semaines. Donc c'est possible que l'inflation vienne dégoûter quelques acheteurs et on se retrouve à avoir un petit peu de marge, auquel cas ce scénario n'aurait pas lieu. Mais si on part aujourd'hui sur ce scénario d'économie de guerre, c'est parce que, autant l'année dernière c'était un signe noir, hein, personne n'imaginait que l'Europe aurait besoin de se priver de la moitié de son gaz et de ses importations russes. Aujourd'hui, ce signe noir devient le scénario le plus probable. Donc notre devoir en tant qu'investisseur, c'est de le prendre en compte et d'investir là-dedans, parce que c'est très probablement ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça représente 10% en moins? Là aussi, je fais un petit peu de macroéconomie parce que je pense que nos investissements vont au-delà de la transition énergétique et puis la responsabilité pédagogique de ce live, c'est pas juste de vous dire achetez telle valeur, vendez telle valeur, mais c'est de vous dire ce qui va se passer sur vos autres portefeuilles aussi. 10% en moins, j'ai exhumé pour vous un rapport du ministère de la Transition énergétique, c'est ce qui s'est passé en l'an 2000. En l'an 2000, je le cite, malgré la progression des énergies renouvelables, la production d'énergie primaire de la France, donc toute énergie confondue, hein, on parle de pétrole, de gaz, d'électricité, d'éoliennes, tout, a décru de 8,5% en 2020 par rapport à 2019. Alors, pour le ministère de la Transition énergétique, il parle énergie, donc il parle du recul de la production nucléaire. On aurait pu parler dans un mode macroéconomique de ce qui s'est passé au niveau de la demande. Et vous n'êtes pas sans savoir que le PIB français ne s'est pas très bien comporté en 2020. Le chiffre exact consolidé par l'INSEE, c'est que la chute du PIB en euros constants a été de moins 7,9%. Et encore, l'économie, souvenez-vous, elle a été maintenue à bout de bras par le quoi qu'il en coûte du gouvernement Macron, qui a fait exploser la dépense publique et qui est venu biaiser un petit peu cette baisse de pouvoir d'achat parce qu'on a fait payer aux générations futures le maintien du pouvoir d'achat des consommateurs de 2020. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en 2020, on a baissé notre production électrique de 8,5%, notre production d'énergie, pardon, de 8,5%, et le PIB a baissé de 8%. Vous voyez que la corrélation, elle est parfaite là, hein. Baisser de 8,5 ou de 8, c'est équivalent, on est dans l'épaisseur du trait et dans l'aléa statistique. Ça veut dire que non, contrairement à ce que quelques écologistes, soit des croissants, soit des techno-optimistes veulent nous faire croire, on n'a pas encore décorrélé la consommation d'énergie du PIB.
Donc 10% en moins de gaz, hein, pas d'énergie dans son ensemble, mais 10% qu'on n'arrive pas à faire correspondre entre l'offre et la demande, ça veut dire, pour les industriels, pour le tissu économique qui dépend du gaz, très probablement 10% de baisse d'activité. Et c'est pas du tout anodin, parce que, encore une fois, on parle du même plomb dans le PIB que ce qu'il y a eu pour le Covid. Donc, préparons-nous à ça. En début d'année 2020, on aurait bien aimé être prévenu à l'avance de ce qui allait se passer. Alors, on sait que les bourses ont chuté très fort, c'est remonté très fort après, mais toutes les entreprises ne sont pas remontées non plus. Et il va se passer très probablement la même chose en fin d'année, c'est-à-dire que quand les industriels vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas pouvoir tourner à plein régime, ils vont devoir se poser la question, ils vont devoir faire des arbitrages. Après, dans leur compte trimestriel, ça va se voir pour ceux qui regardent les trimestriels. Ça se verra un peu plus tard, donc début 2023, pour ceux qui regardent les résultats annuels. Mais en tout cas, l'histoire est déjà écrite. Si on manque de 10% de gaz, ça va coûter très très cher aux industriels qui consomment du gaz. Pourquoi est-ce que l'économie de guerre est un inéluctable paradigme? Parce que c'est quelque chose qui arrive au ralenti. Je vous l'ai dit, hein, les chiffres ne mentent pas. En plus de ça, on a nos centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. On a des réserves de gaz, on fait le maximum pour les remplir. Hein. Là, encore une fois, les industriels jouent le jeu, les États jouent le jeu. Mais d'une part, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à remplir nos stocks aussi vite que ce qu'on souhaiterait. Et surtout, même si on remplit nos stocks de gaz, ça ne répond pas à la demande, parce que la demande de gaz, c'est un flux. Encore une fois, ce qu'on importait de Russie, c'était 150, même 155 milliards de mètres cubes de gaz. Et ce n'est pas ce qu'on stocke dans le sol, ça permet de faire tampon, mais ça ne nous permettrait pas de rester jusqu'à 2024 ou 2025 ou 2030 quand on aura décarboné l'industrie. Bien sûr que non. La question, c'est que ferons-nous sans énergie? On voit qu'avec les centrales, on a le problème des interconnexions. On a déjà eu le cas des décalages de coûts entre la France et l'Allemagne. On voit qu'avec le gaz, les quelques gazoducs qui tournent encore tournent. Les terminaux GNL sont pleins. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il faudra décider de qui peut avoir du gaz ou qui peut ne pas en avoir? Face à une pénurie, il y a 3 solutions. On n'a jamais vu d'autres dans l'histoire de l'humanité. Il faut toujours qu'il y ait un moment où l'offre et la demande correspondent, parce qu'on ne peut pas consommer ce qu'on n'a pas produit. Les 3 solutions de l'économie, c'est la pénurie, l'inflation ou le rationnement. Pénurie, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on a vu il y a quelques semaines, hein, quand la guerre en Ukraine a commencé et qu'il y a eu des ruptures d'approvisionnement, si vous vous souvenez, sur l'huile de tournesol, sur la moutarde. C'est des rayons qui se vident. Ça veut dire qu'on va au supermarché, on a envie d'acheter, on a l'argent, mais il n'y a tout simplement rien à acheter. Dans ces cas-là, c'est quelque chose d'un petit peu particulier économiquement parlant, parce que ça veut dire qu'il y a des acteurs économiques qui se retrouvent sortis du marché. Je prends un exemple. Si vous achetez, vous cherchez de l'huile de tournesol, mais vous ne faites vos courses que le samedi après-midi, quand tout le monde est déjà passé avant vous, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il n'y a plus d'huile de tournesol dans les rayons depuis 3 mois. En fait, c'est pas qu'il n'y en a plus. Il y a régulièrement des réapprovisionnements, mais il y a toujours quelqu'un qui vient avant vous, qui vide les rayons de nouveau, parce qu'il n'y en a pas assez pour répondre à la demande, et vous, en tant que consommateur du samedi après-midi, vous avez l'impression que la pénurie, elle n'est pas de 2%, de 3%, de 5%, mais de 100%. Et j'insiste là-dessus, parce que ça veut dire qu'en période de pénurie, c'est pas tout le monde qui baisse gentiment son niveau de 3 à 5% de consommation. Ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir correctement ce qu'ils veulent, il y en a qui vont devoir baisser un petit peu, et il y en a qui vont se retrouver sans rien. Ça, c'est la pénurie. La deuxième solution, c'est l'inflation. Alors ça, c'est la réponse du marché libre au manque d'énergie. On monte en fait les prix petit à petit avec la loi de l'offre et de la demande et des enchères. Donc ça, sur le marché de l'énergie, il y a déjà plein de mécanismes qui sont là pour ça. Et c'est ce qui fait qu'on voit l'augmentation du coût de l'énergie qu'on connaît là depuis 1 an. Ça a commencé avant la guerre en Ukraine, hein, bien sûr, si vous vous souvenez. Dans le cas de l'inflation, les prix montent jusqu'à ce qu'on casse la demande, c'est-à-dire que les acheteurs les moins riches, les moins nantis en capacité d'achat, eh bien, se retirent du marché. Et en retirant ces gens du marché, donc là c'est une sélection par l'argent plutôt que par la chance, hein, contrairement aux pénuries, eh bien l'équilibre se fait de nouveau. Et là c'est encore une fois très violent, parce que ça veut dire qu'il y en a qui sortent complètement du marché, pendant que d'autres peuvent fonctionner avec ce qui reste d'offres. Sur l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez des entreprises dont l'activité n'est plus rentable. Alors, ça peut être des aciéristes, ça peut être des fabricants de caoutchouc, ça peut être des fabricants d'engrais, qui vont se rendre compte que bah non, le gaz naturel est tout simplement trop cher au prix de marché, donc ils n'achètent pas, donc ils ont arrêté de produire, donc ils mettent la clé sous la porte. Et là, bah, leur demande s'annule, hein, mais ça a des coûts économiques très forts. Troisième piste, et on va très probablement là-dessus dans les prochaines semaines, on le verra avec les exemples notamment en Allemagne, c'est le rationnement.
Alors le rationnement, c'est une voie hybride, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément de la sélection par l'argent, on ne fait pas de la sélection par la chance, mais on fait de la sélection par l'État. C'est plus vous qui arrivez face au vendeur en disant voilà, j'ai des euros, donne-moi ton gaz ou donne-moi ton huile et ta moutarde. C'est l'État qui dit bah, tel acteur économique a droit à telle quantité. C'est un avantage politique fort parce que ça permet de donner une image, en tout cas, d'équité. Et là, on peut commencer à dire, eh ben, on va diminuer la consommation des aciéries de 5% parce qu'elles sont très consommatrices. On va diminuer la consommation des fabricants d'engrais de 10% parce qu'ils sont très consommateurs aussi. On ne va pas toucher aux particuliers parce qu'on considère que les particuliers, ils sortent déjà de 2 ans de pandémie, on va être un petit peu sympa avec eux. Donc c'est éminemment politique, bien sûr. Ça permet d'éviter d'avoir des acteurs économiques qui sortent complètement du marché, parce qu'on essaie en général d'en garder un petit peu pour tout le monde. Hein. Encore une fois, c'est de la politique, c'est de la bonne gestion de l'état d'esprit du pays. En revanche, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une solution miracle. Je sais qu'en France, on a tendance à avoir toujours le réflexe de l'État, hein, l'État un peu nounou, qui vient nous régler tous nos problèmes, et puis on se dit que si l'État intervient, ça ira forcément mieux. Là, ça ira mieux pour les acteurs, parce que, encore une fois, personne ne sortira du marché du gaz, mais ça ira pas mieux au niveau macroéconomique, parce que si vous dites à tout le monde, je vous baisse vos approvisionnements de gaz de 10%, et ben, si vous êtes un producteur d'engrais, par exemple, hein, parce que c'est vraiment du 1 pour 1, vous prenez du gaz naturel pour en faire de l'ammoniac, et ben, si on vous dit on va vous donner 10% de moins de gaz naturel, et ben, vous ferez 10% de moins d'ammoniac. Et 10% de moins d'ammoniac, c'est 10% de moins d'engrais. Et donc ça veut dire que vous allez avoir à peu près toute la chaîne de valeur qui va devoir s'adapter, des agriculteurs qui ne peuvent plus acheter d'engrais, donc qui produisent moins, donc les prix des matières agricoles qui montent. C'est pas du tout anodin. Donc quand vous entendrez, parce que je pense vraiment qu'on va l'entendre, hein, nos hommes politiques dire ne vous inquiétez pas, on a tout prévu, ce seront les méchants industriels, les méchants capitalistes qui vont devoir se serrer la ceinture, pas les citoyens. Ne vous méprenez pas, les citoyens payeront à la fin. C'est toujours le consommateur et le contribuable qui paye. Voilà les 3 voies qu'on a. Donc, pénurie sur le marché du gaz, j'y crois pas trop pour l'instant. À mon avis, ce sera plutôt de l'inflation et du rationnement, parce que voilà, c'est plus dans nos modes de fonctionnement et c'est plus vers là que les pouvoirs publics vont s'orienter très probablement. Nous ne sommes pas seuls dans l'économie de guerre. J'insiste là-dessus. J'ai tapé allègrement sur les décisions gouvernementales ces dernières semaines et je pense qu'il y aura encore matière à le faire dans les prochains mois. Mais j'insiste quand même sur le fait que ce n'est pas du French bashing. Ce n'est pas une question de faire de la politique. C'est vraiment quelque chose de commun à toute l'Europe, hein, ce qui se passe. Les Allemands, c'est pareil. Vous avez Uniper, le plus grand énergéticien basé sur le gaz, qui est à 2 doigts de la faillite. Alors, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Vous savez que nos camarades outre-Rhin sont beaucoup plus stricts que nous en matière d'orthodoxie budgétaire. Ils n'aiment pas sauver le privé avec les deniers publics. Ils ont été un petit peu vaccinés dans l'épisode d'entre-guerres il y a un siècle de ça. Donc, ils sont vraiment pour la rigueur budgétaire. On ne sait pas dire aujourd'hui ce qui va se passer pour Uniper, mais l'histoire d'Uniper, elle est intéressante parce que c'est un énergéticien un petit peu comme Engie, donc l'ex-GDF, qui importait beaucoup de gaz russe. Alors, il faisait un petit peu les coqs, si vous me passez l'expression, au début de la guerre en Ukraine, en disant « mais non, les flux ne seront jamais arrêtés ». De fait, les flux commencent à s'arrêter. Là, il y a quelques instants, on a appris juste avant le live que Gazprom avait envoyé une lettre officielle en disant qu'il invoquait les clauses d'urgence pour justifier les arrêts d'approvisionnement à Uniper. C'est pas bon signe du tout, hein, de vous à moi. Ça veut dire qu'ils commencent déjà à sortir de l'artillerie judiciaire. Ça veut dire qu'Uniper va probablement pas récupérer l'accès au gaz russe. Et Uniper ne peut pas fonctionner sans gaz russe, parce que c'est un broker d'énergie, hein, et c'est pas forcément eux qui produisent toute leur énergie. Donc là, ce qu'ils étaient obligés de faire depuis 3 mois, c'est d'acheter le gaz sur le marché au prix spot, au comptant. Ça leur coûte une fortune. Ils sont plus capables d'honorer leur prix de vente négocié par rapport au prix d'achat. En fait, c'est un petit peu ce qui se passait, si vous vous souvenez, en fin d'année dernière au Royaume-Uni, avec les énergéticiens qui étaient plus capables de vendre l'électricité aux particuliers et aux entreprises, parce que le gaz avait déjà commencé à augmenter. Voilà, ce sont des entreprises qui se retrouvent coincées entre le marteau et l'enclume. Il n'y a pas de solution. Il y en a dans toute l'Europe. Et si on veut aussi se faire l'avocat du diable un peu plus loin, on peut se dire que c'est normal que l'Europe soit dans cette situation parce qu'on n'aurait pas pu dimensionner nos approvisionnements énergétiques pour courir comme ça un effondrement de 45% de nos approvisionnements de gaz. Ça aurait été une bêtise, à la fois industrielle et politique, de doubler tous les gazoducs, doubler tous les terminaux méthaniers. Ça aurait eu des coûts. On aurait eu des infrastructures qui tournent au ralenti depuis 10, 20, 50 ans. Ça n'aurait eu aucun sens. Donc on est vraiment dans un scénario de signe noir.
l'idée aujourd'hui, et puis ces temps-ci, c'est vraiment pas de faire de la politique et d'exciter les foules en disant on aurait dû faire ci ou ça, c'est vraiment de dire voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui m'amène tout droit à EDF. Qu'est-ce que l'État a en tête pour la nationalisation? Alors, c'est une demi-surprise pour vous, hein, je vous prévenais depuis des mois sur ce qui allait se passer sur EDF. La situation, elle était absolument intenable. Vous connaissez le coût du bouclier énergétique, hein, c'était entre 8 et 10 milliards par an. Donc ça avait été décidé en période électorale pour s'assurer que les Français n'auraient pas une trop forte hausse de leur facture d'électricité mensuelle. Il y a les 14 EPR à construire. Alors sans parler des difficultés techniques, ça a un coût là aussi qui n'est même pas encore chiffré dans sa totalité. Donc globalement, les chiffres ne montaient pas. C'était soit la faillite de l'énergéticien, soit la nationalisation. Il n'y aura pas assez d'énergie cet hiver. Et personnellement, je suis libéral, hein, vraiment. Je ne suis pas content en soi de voir une entreprise sortir de la bourse comme ça, surtout par la petite porte. Mais il faut quand même que l'État prenne ses responsabilités. C'est l'État qui a mis EDF en faillite. C'est à lui de payer l'addition. Alors, ce sera avec notre argent, bien sûr, hein, mais au moins maintenant, les choses sont claires. Ce n'est pas une surprise, ça devait arriver. Et on commence à voir ce qui va être fait une fois que le retrait de la cote sera fait. Au niveau de la facture, déjà, au tarif des derniers jours, alors là, vous savez, l'action a été suspendue hein, en attente de la confirmation du plan, donc il ne se passera plus rien sur le cours d'EDF, mais l'ordre de grandeur qui avait été estimé, c'était entre 8 et 10 milliards d'euros. C'est pas très cher en fait. Hein. L'action, vous savez, elle était au tapis, donc même si elle a pris la 30% sur quelques jours, il y aura probablement une petite prime à mettre pour que l'AMF ne râle pas, mais on le sait aussi sur les OPA, l'AMF est très conciliante lorsqu'il s'agit de faire des rachats, et protéger la valeur du petit porteur, c'est vraiment plus l'objectif des marchés financiers aujourd'hui, enfin de l'autorité. Et là, d'autant plus que c'est un rachat d'État pour des raisons de souveraineté énergétique. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une surprime complètement délirante. L'État n'a pas vraiment de raison de le faire. Ça lui coûtera déjà 10 milliards d'euros. Et avec ça, il aura les coûts des franches. Ce qui se prévoit, c'est une séparation des activités. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tout est revenu dans le giron de l'État, qu'il n'y a plus de petits porteurs pour s'opposer à une gestion politique de l'énergéticien, ils pourront séparer et revendre à la découpe. Alors, soit revendre à d'autres acteurs économiques, hein, ça peut être du NJ, ça peut être des opérateurs étrangers, soit faire de l'IPO d'activités très précises, donc ça peut être les énergies renouvelables, ça peut être les barrages électriques, ça peut être les futurs projets d'éoliennes, ça on ne le sait pas encore. Et surtout, un aspect financier, là qui est purement pécuniaire, c'est garantir la dette. Il faut se souvenir que là, depuis 15 ans, depuis que EDF est en bourse, elle emprunte plus cher que l'État français. Donc ça, c'est dommage. C'est doublement dommage parce que ça veut dire que l'énergéticien, il était là pour mener une politique nationale, donc c'était un outil, un bras armé du pouvoir en place, quel que soit le gouvernement, hein, mais il payait plus cher sa dette. Quand on sait l'intensité capitalistique du marché de l'énergie, ça n'a pas de sens que EDF paye plus cher sa dette que l'État. Donc jusque-là, il y avait une prime. Alors on sait que les obligations d'État remontent, mais les obligations des entreprises privées vont aussi remonter. Donc en nationalisant EDF, l'État va pouvoir utiliser sa signature, sa garantie, pour injecter de l'argent qui lui coûtera moins cher. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour les finances publiques. Hein, on n'aura pas à s'endetter autant que si EDF était resté indépendant sur les marchés. Après, il y a le problème des tarifs subventionnés. Là aussi, on peut être optimiste et penser que ce sera la fin du grand n'importe quoi. Je vous rappelle le mécanisme hein, sur l'énergie nucléaire, ça c'est quelque chose qui nous était imposé par l'Europe. Pour permettre la naissance de brokers d'énergie tiers, on est venu obliger EDF à produire des mégawattheures nucléaires, donc, qui leur coûtent le prix que ça coûte, et vendre pas cher. Mais on n'a plus du tout les volumes nécessaires pour assurer ça. Donc qu'est-ce que fait EDF? Il achète au prix du marché, donc au prix marginal, hein, et il vend toujours à prix réduit, parce que c'est une obligation légale. Sur les marchés, bon, je parlerai des effets transitoires, mais en gros, on est à 250 € le mégawatt quand tout va bien. Et le tarif négocié que EDF doit vendre aux brokers d'énergie, à ses concurrents donc, c'est 42 € le mégawatt. On se doute bien que quand vous achetez votre matière première par obligation d'État 250 € et que vous la vendez 42, ça ne peut pas durer très longtemps. Donc là, il y avait vraiment, c'est un suicide ou un meurtre, hein, je ne sais pas qui est responsable, mais EDF se tirait vraiment une balle dans le pied et ça ne pouvait pas durer. Aujourd'hui, il y a 65 milliards d'euros de dettes à refinancer chez EDF. Ça n'aurait pas été possible sur les marchés à court actuel, c'est très clair, d'autant qu'avec tous
tout le poids du bouclier tarifaire que l'État lui a mis sur les épaules, la dette d'EDF n'aurait pas valu très cher sur les marchés. Donc, plutôt que de continuer à se moquer des actionnaires, hein, c'était jamais que 14% qui n'étaient pas détenus par l'État, autant les faire sortir, on rachète et on vend après à la découpe. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vendre? Parce qu'au final, la vraie question, c'est est-ce que ça permettra de payer l'électricité moins cher et d'en avoir assez? C'est le nerf de la guerre, hein. Les mouvements de capitaux, ils vont aller des actionnaires vers les clients, du contribuable vers les clients, ça va être des décisions politiques. Mais il y a un moment, la vraie question, c'est le nombre de mégawattheures qui sont produits et à quel prix. Je vous engage vraiment à faire abstraction des politiques redistributives. Je sais que c'est difficile parce que on parle beaucoup de politique, là, même après les élections, hein, ça ne s'est pas vraiment calmé. Mais concentrez-vous vraiment sur les flux d'énergie et sur les flux d'argent. Il va falloir démanteler. Mais ça pose d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des barrages? Les barrages, vous savez, c'est la seule énergie non émettrice de CO2 qu'on a aujourd'hui et qui est pilotable. Autant les EDF, quand vous produisez avec des panneaux solaires, des turbines, ça produit quand ça veut. Vous avez le socle nucléaire, bon, qui n'est plus que la moitié de ce qu'il était, mais qui est toujours là. Mais si vous voulez vraiment répondre à un pic d'énergie sans émettre de CO2, donc sans faire tourner des centrales à charbon et du gaz, vous pouvez turbiner vos barrages. Donc la question se pose, si EDF vend ses barrages, qu'est-ce qu'elle fera de ces renouvelables? Comment piloter la production à l'échelle du pays? Parce que ça reste quand même une responsabilité des énergéticiens d'avoir un courant stable. Comment EDF pourra piloter si elle n'a plus la main et qu'elle n'a plus que ses centrales nucléaires? Alors, EDF a commencé à faire quelque chose là, depuis quelques mois, et ça s'accélère de plus en plus, c'est essayer de faire du pilotage rapide sur les centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'au lieu de les allumer et de les éteindre en gros à l'ordre de la semaine, maintenant on module la puissance à l'heure. C'est quelque chose qu'on faisait marginalement il y a 10 ans de ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. C'est un problème, vous savez que les centrales nucléaires, elles ont un problème de durée de vie, surtout qu'on est en train de pousser la durée de vie toujours plus loin. Les utiliser comme un bouton qu'on tourne on-off, elles n'étaient pas faites pour, et ça va certainement pas leur faire du bien. Donc le démantèlement des barrages, c'est pas vraiment une solution. Peut-être qu'on verra, comme ce qui se passe sur Voltalia, sur la biomasse, c'est-à-dire que EDF va construire des parcs énergétiques de renouvelables non pilotables et après les vendre à des acteurs privés pour qu'ils en assurent l'exploitation. À mon sens, c'est le plus probable, c'est aussi le moins gênant en termes de politique énergétique. Donc c'est probablement ça qui va se passer. Les 10 milliards qui sont mis sur la table par l'État, de toute façon, vous le savez, vous avez les ordres de grandeur en tête, c'est peanuts par rapport aux besoins de financement de l'électricien. Donc, il y aura des ventes, elles seront à découpe. Nous, dans nos investissements, on pourra regarder effectivement quand les choses arriveront sur le marché, quand les parcs de production arriveront sur le marché, s'ils sont relativement intéressants en termes de coûts. On l'a vu avec Albioma, il y a des grosses demandes de la part d'acheteurs, donc on risque d'avoir une surenchère. Il faudra être très vigilant sur ce qu'on paye, mais pourquoi pas, ça peut nous donner des possibilités d'investissement. En tout cas, au-delà de l'aspect EDF qui est un point particulier, il y a l'aspect politique de l'économie de guerre, et ça s'appliquera à tous les acteurs, qu'ils soient dans le giron de l'État ou des acteurs privés. C'est pour ça que je vous parlais d'économie de guerre. Dans l'économie de guerre, on suspend la norme et on est dans un régime d'exception. Vous vous souvenez peut-être quand est passée la loi Sapin 2, il y a quelques gouvernements de ça, sur l'assurance vie, qui interdit le retrait des contribuables qui ont une assurance vie si la raison d'État, en gros, est invoquée, en fait, la stabilité du système bancaire. Et c'est un petit peu la même chose qui est en train de se préparer pour l'énergie, c'est-à-dire que sous prétexte de protection du consommateur, en fait, il va y avoir une mise sous tutelle complète du secteur de l'énergie. Donc, ce qui avait déjà été fait, c'était pervertir le marché libre, on a vu avec les tarifs réglementés. On a fait de l'énergie une arme politique, ça, je ne vous apprends rien non plus. Maintenant, on va vers une réquisition des centrales et un pilotage de la consommation. Ça donne des pouvoirs sans précédent à l'État pour faire fonctionner nos infrastructures, y compris pour les infrastructures gazières d'ailleurs. Ce sera vraiment comme il le juge indispensable. Il y a une version provisoire du texte là, qui est fuitée dans la presse, et elle compte des dispositions dans ce sens, qui sont, je cite, relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz et en électricité. Ça veut dire, en gros, tout. Parce que le gaz et l'électricité, c'est quasiment toute notre énergie. Il y a aussi le carburant pour les voitures, mais ce n'est pas là-dessus que vont se faire les grosses interventions étatiques. Donc, on se prépare au pire et on se prépare à donner les pleins pouvoirs énergétiques à l'État. Réquisitionner les infrastructures, c'est une question de souveraineté, mais ça veut dire qu'on sort vraiment des mécanismes de marché libre.
Au quatrième trimestre 2022, donc là c'est bientôt, hein, c'est celui qui va s'ouvrir après l'été, on a des contrats déjà à terme sur l'électricité et ils atteignent quasiment les 800 euros le mégawattheure. En France, on n'est même pas à 400 euros. Donc l'État français prévoit déjà que l'électricité qui s'échangera à la rentrée, là, après le mois de septembre, sera beaucoup plus chère chez nous que chez nos voisins. Donc, il pilotera la consommation et il pilotera la production, y compris, et j'insiste bien là-dessus, hein, sur les outils industriels qui ne lui appartiennent pas. La deuxième disposition clé pour passer l'hiver qui est prévue dans les textes, c'est de forcer le remplissage des stockages souterrains de gaz. Il sera en mesure de fixer une trajectoire de remplissage minimale, donc ça veut dire que l'État impose aux énergéticiens ce qu'ils doivent faire, et si les énergéticiens ne le font pas, donc c'est souvent des filiales Storengy, Terega, enfin, ce sont des filiales des gros énergéticiens qu'on connaît qui sont cotés en bourse, eh bien, ils devront constituer par eux-mêmes les stocks nécessaires. Et pour obliger ça, alors l'État prévoit un mécanisme d'indemnisation à des conditions qui ne sont absolument pas fixées, mais voilà, il n'y aura plus de pilotage possible des énergéticiens de leur stock. Et enfin, il y a des dispositions du Code de l'environnement qui seront suspendues pour hâter la construction notamment de terminaux de gaz liquéfié. Je pense notamment aux fouilles d'archéologie. Hein, vous savez, normalement, il y a des fouilles préventives à chaque fois qu'on fait un chantier d'ampleur. Et bien là, elles seront autorisées, mais elles devront être réalisées, je cite, dans un délai compatible avec la date de mise en service impérative du projet fixé par le ministère. Je détricote le jargon. Ça veut dire que le ministère de l'Énergie dit « on veut un terminal liquéfié à telle date ». La construction commence, et si les fouilles archéologiques de préservation n'ont pas d'impact sur la date, on les fait. Dans la réalité, ça veut dire qu'on ne les fera pas. Il n'y a pas de... Aucune fouille n'a pas d'impact sur les calendriers, donc ça veut dire qu'on les suspend. Où est-ce qu'on va ailleurs? Code de l'environnement sur les enquêtes préliminaires, ça on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, et dérogation au droit du travail, afin d'assurer, là je cite encore, une reprise temporaire des installations de production d'électricité pour faire face à des difficultés d'approvisionnement. Les difficultés d'approvisionnement susceptibles d'affecter la vie de la nation, vous savez que ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Là encore, je décode le langage, le jargon pour vous, ça veut dire suspension du droit du travail sur les sites concernés. Illustration typique, on a une centrale à charbon là en Moselle qui devait être mise à l'arrêt de façon définitive, entre guillemets, en mars 2022, donc il n'y a même pas 6 mois, et ben elle va reprendre du service dès cet hiver pour venir au secours du réseau électrique. Et l'opérateur de la centrale, donc déjà qui n'aurait pas dû tourner, va pouvoir faire des contrats CDD d'une durée dérogatoire, par extension au maximum de 36 mois. Donc en gros, on suspend tout ce qui bloque au niveau du code de l'environnement, du code du travail, toutes les garde-fous qui étaient là aujourd'hui et qui empêchaient les énergéticiens de faire ce qu'ils veulent, et ben aujourd'hui, on les fait sauter, on enlève tous les points de friction, et le but, c'est d'avoir plus d'énergie. Est-ce que ça marche? Ben, là est la question, parce qu'on sait que l'État a déjà eu des ratés dans sa planification. La Cour des comptes, la semaine dernière, a sorti un rapport qui fustige l'organisation des marchés de l'électricité et plus particulièrement du nucléaire. On est dans un cas où on a l'État qui fait la leçon à l'État. Dans ce rapport, la Cour des comptes, elle pointe les dysfonctionnements de la régulation du marché. Elle appelle, je cite, à une réforme rapide du mécanisme de régulation du nucléaire et du marché des capacités. Pour elle, en fait, les tarifs réglementés qui devaient assurer aux consommateurs des prix stables et accessibles ont été tirés à la hausse, ça c'est vrai. Menace de plus refléter les cours d'EDF, c'est vrai aussi. Donc, quand on voit la Cour des comptes comme ça, qui commence à tirer à boulet rouge sur la politique énergétique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part la fin du consensus de l'État, et deuxième chose, les mesures qui avaient été prises avec les meilleures intentions du monde, parce que le but c'était vraiment de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, eh bien, peuvent s'avérer contre-productives. Donc, dans son rapport, la Cour des comptes, elle ne mâche pas ses mots, elle dit que la mise en œuvre combinée des différents outils a abouti à une organisation, c'est là où on voit que c'est dur, parce que d'habitude ce sont des rapports qui sont relativement feutrés, qui n'est ni lisible, ni pilotable, et qui ne garantit plus l'atteinte des objectifs initiaux. Donc en gros, il faut arrêter. Ça, c'est leur verbatim que je vous mets là. La Cour des comptes, elle se penche sur ce mécanisme qui est historique. Donc, il faudra faire attention aux mesures d'urgence qui sont prises à la va-vite, parce que historiquement, le pilotage des coûts de l'énergie, c'était plutôt une bonne idée. Faire vendre à EDF son nucléaire pas cher, ça pouvait effectivement permettre de lubrifier un petit peu le marché de la concurrence lorsqu'il a été libéralisé, mais on voit que des fois, c'est complètement contre-productif.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet bénéfique, hein. Le rapport de la Cour des comptes, il rappelle que sans le bouclier tarifaire qui a été mis en place, la facture des citoyens aurait augmenté en gros de 35%, de plus d'un tiers. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, dans le nouveau contexte, c'est plus applicable. Il y a une échéance naturelle réglementaire qui arrive en 2025, et la Cour des comptes conseille de remettre tout à plat dès l'année prochaine. Donc, ce n'est pas des libéraux dans la main, la Cour des comptes, mais ils veulent au moins une régulation sans qu'EDF devienne le bailleur de dernier recours et l'outil ultime de subvention du pouvoir d'achat, parce que ce n'est pas sa vocation. La vocation d'EDF, c'est de nous donner de l'énergie, pas de mener en place les politiques redistributives de l'État français. Alors, en période de crise, ce qu'elle préconise, c'est de modifier les modalités de relèvement automatique du plafond des prix. Là, c'est une idée qui est un petit peu différente, on rentre un petit peu dans le dur du sujet. On a quand même un mécanisme de fixation des prix qui peut bouger. Le 4 avril dernier, on a eu un pic, par exemple, je vous en parlais il y a quelques semaines, mais je vais le rappeler pour ceux qui n'avaient peut-être pas lu l'alerte. Entre 7h et 8h du matin, on a eu un pic de consommation traditionnelle, et la France ne pouvait plus produire, pour les raisons que vous savez, hein, d'énergie pour répondre à la demande. Nos voisins, on avait des interconnexions qui étaient à la limite de ce qu'elles pouvaient assurer, et on s'est retrouvé en situation de pénurie d'énergie, qui a été réglée là par l'inflation, donc un des 3 mécanismes dont je vous parlais tout à l'heure. Et le prix de l'électron sur la bourse de l'électricité française atteint les 3 000 € le mégawattheure. Pour mémoire, le mégawattheure vendu par EDF à ses concurrents, c'est 40 €. Et là, il tourne entre 3 et 700 €. Le 4 avril, pendant un moment, le prix est monté à 3 000 €. Et vu qu'on a des mécanismes de fixation de prix dynamiques, en fait, le prix maximum de marché a été relevé automatiquement à 4 000 €. C'est-à-dire que dans les mécanismes qui étaient prévus aujourd'hui, quand vous avez un prix qui arrive au plafond, automatiquement, on le relève pour la période suivante. Donc ça fait qu'on peut avoir une augmentation permanente des prix. Le problème, c'est que le scénario noir de manque de consommation pendant quelques minutes, il pourrait se répéter à de nombreuses reprises cet hiver, ça vous le savez. Et ça nourrirait donc la spirale inflationniste des prix de l'électricité. Autant vous dire que le régulateur de l'électricité tient absolument à l'éviter. Donc ce que propose concrètement la Cour des comptes et dans une nouvelle organisation, ce serait de caper le prix maximal. Donc en cas de tension forte sur le marché, l'ajustement de prix maximal ne serait plus par une hausse à l'infini des prix, mais par l'activation de moyens qui permettraient de jouer sur la consommation d'électricité. On débrancherait des industriels, des particuliers, volontaires ou non, rémunérés ou non, incités, ça tout est possible, mais le gestionnaire de réseau, plutôt que de devoir payer toujours plus cher son électricité à des prix y compris délirants, délesterait. Donc là, on passe, c'est plus une surprise pour vous, de l'inflation au rationnement. Un rationnement qui est organisé, mais qui reste quand même un rationnement. Donc c'est vers ça qu'on va. L'Allemagne, elle a bien moins de tabous que nous, et elle commence déjà à préparer les acteurs économiques. Il y a des communications qui sont faites là-dessus. Pour moi, l'allocution du 14 juillet de Macron, c'était aussi pour préparer les esprits, alors toujours avec le côté Père Noël de l'État français, mais on sent bien que le Père Noël, il n'est pas très loin de se transformer en Père Fouettard. Donc préparez-vous, on est à la fin du marché libre de l'électricité et probablement de l'énergie. On sait que l'État, il va pouvoir réquisitionner à l'envi, donc il a nationalisé EDF, mais il peut aussi réquisitionner à l'envi les capacités de production et de stockage du privé. Donc c'est plus vraiment un secteur privé, c'est un secteur privé mais administré. Et on sait aussi qu'il n'y aura probablement plus le mécanisme de fixation de marché libre des prix. C'est quand même 3 grosses différences par rapport à il y a un an. Si vous vous souvenez quels étaient nos tests d'investissement sur les énergéticiens, là, ça n'a quand même plus grand-chose à voir. On se rapproche d'une économie de guerre administrée. C'est comme ça. Alors, que faire et que ne pas faire cet été? Investir dans l'énergie, oui, mais pas partout. Je vous le disais, là, quand l'information va circuler, vous faites partie des gens les plus au fait des problématiques énergétiques, et je vous en félicite. Ce n'est pas un sujet qui intéresse tout le monde, et ce n'est pas un sujet qui est connu par tous les investisseurs. Donc quand vous allez avoir le grand public qui va arriver là-dessus, on peut avoir des vagues de fausses bonnes idées d'investissement. Je reviens sur Uniper. Uniper, il y a 6 mois de ça, même au début de la crise en Ukraine, tout le monde disait, c'est un énergéticien, on a des pénuries d'énergie, c'est eux qui vont se faire de l'argent. Oui, mais non, parce qu'on voit que les évolutions de marché, les évolutions de contexte font qu'une entreprise qui était vraiment une machine à cash jusqu'ici, c'était la référence, c'était notre GDF, personne ne pensait qu'il pourrait se retrouver en faillite, et là, de fait, dans quelques semaines, il se retrouve dans une situation vraiment inconfortable et il n'y a plus que l'État pour le sauver. Pareil sur Engie,
J'avais regardé, hein, d'ailleurs, je vous en avais parlé pendant un live au début de l'année, est-ce qu'on ne mettrait pas Engie en portefeuille? Et puis je suis resté quand même très méfiant. Moi, les échos que j'avais eus de mes contacts chez Engie, au niveau des achats de Russie ne m'avaient pas du tout convaincu, parce que tout simplement, début avril, ils disaient: «Il n'y a pas de problème parce que la Russie, c'est fiable et puis nous, on est des tellement bons acheteurs qu'on trouvera du gaz quand aucun autre Européen n'en aura». Ouais, quand vous avez quelqu'un qui nie un problème en disant: «Je suis le meilleur, le problème ne s'applique pas à moi», c'est pas bon signe. Et de fait, vous voyez que sur les marchés, Engie, là, sur un an, c'était clairement pas un bon pari, d'autant plus par rapport aux grosses hausses qu'on a eues là, sur certaines valeurs, notamment les solaires. Euh, les gaziers ne sont pas dans une bonne situation. C'est pas parce qu'on manque de gaz que ce sont les gens qui vendent du gaz qui font de l'argent. Donc, n'investissez pas tous azimuts juste parce que les sujets sont pertinents. Il y a un vrai risque qu'on se retrouve avec des dossiers plombés. Et je vous parlais d'Engie. Total Energy, c'est pareil. Alors, c'est un groupe que j'aime beaucoup, hein. Je pense que c'est tout à fait bien d'avoir du Total Energy en portefeuille. Mais investir dans Total Energy pour sa capacité à faire beaucoup d'argent en 2022, à mon sens, c'est un contresens économique et boursier, parce qu'il peut tout à fait se retrouver sous le giron de l'État et se retrouver aussi bloqué au niveau des approvisionnements. Donc attention, attention à ces dossiers. Prenez l'exemple allemand. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur Uniper. N'en faites pas partie. Sur nos Français, Engie n'est pas typiquement un dossier sans risque en ce début d'été. C'est pas une question de faillite pour Engie pour l'instant. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils seront en faillite avant la rentrée, mais perdre 15% quand on perd 20% de son outil de production, c'est en ligne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de décote de marché. On n'est pas dans une situation, même si l'action est moins chère qu'au 1er janvier, avec un risque-reward plus favorable. Donc restez plutôt sur des entreprises qui vont pouvoir faire le gros dos. C'est celle-là où vous avez la meilleure possibilité de faire de l'argent. La deuxième leçon de bon sens historique que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui, c'est ce qui se passait sur le pétrole il y a 10 ans de ça, 10-15 ans. Il ne faut pas être permaboule sur l'énergie, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous vous souvenez, en 2007, le pétrole est passé de 15 $ à 150 $ et a été multiplié par 10 entre 98 et 2008. Un truc multiplié par 10 en 10 ans, on peut tendance à avoir pensé que ça y est, c'est la fin de l'histoire. Alors, si on revient rapidement là-dessus, si vous vous souvenez, on commençait à manquer de pétrole brut léger. L'OPEP ne pouvait plus augmenter sa production. Les US, ils étaient en décroissance de production depuis les années 70, donc on ne comptait pas sur eux à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y avait des tensions de plus en plus fortes dans l'approvisionnement de pétrole. Les géologues le savaient, le peak oil, il était connu dans le milieu du pétrole, hein. J'y étais à ce moment-là, je peux vous dire que c'était une conversation de machine à café, c'était pas du tout du complotisme écologique décroissant. Vous avez eu après quelques énergéticiens, on a eu Total, on a eu Shell qui ont commencé à parler de baisse de production d'hydrocarbures, mais c'était vraiment le tout début. Politiquement, médiatiquement, il y avait un blackout total sur les questions d'approvisionnement en pétrole. Et vous avez des investisseurs qui étaient intelligents, informés, qui se sont dit, et j'en ai rencontré beaucoup à ce moment-là, que le pétrole ne pouvait que monter, parce qu'il y en aurait de moins en moins. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'énergie, comme je vous le disais au début de ce live, elle fonctionne en flux, elle ne fonctionne pas en stock. Et les stocks n'ont pas vraiment d'importance pour le pétrole comme pour le gaz. Donc quand vous avez des petites pouillèmes de pénurie, ça fait la catastrophe qu'on connaît, mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous avez une récession, quelques petits pouillèmes de baisse de la demande peuvent refaire un marché en surabondance. Et regardez ce qui s'est passé après la crise des subprimes. Bon, la crise des subprimes, on l'appelle comme ça parce que c'est le premier maillon financier qui a craqué, mais au final, c'était jamais qu'un emballement de l'économie qui a sorti des acteurs économiques, ça a mis des gens au chômage, ça a mis des gens à la rue, et puis ça a détruit la demande, et l'économie a repris un petit peu son sang-froid. Mais qu'est-ce qui se passe sur les matières premières? C'est une baisse, et puis plus qu'une baisse, ça peut être un effondrement. Parce qu'encore une fois, le prix marginal de notre énergie, on est sur des flux très stables en fait. Donc il suffit de quelques pourcents de trop ou de pas assez pour envoyer les prix au sommet ou les envoyer au tapis. Donc ça, c'est la deuxième chose dont il faut se souvenir. On ne peut pas être permaboule sur l'énergie, parce que l'énergie n'est très chère que lorsque l'économie va bien. Et l'économie, très sincèrement, en ce mi-juillet, je ne suis pas certain qu'elle aille bien très longtemps. Alors, je ne suis pas macroéconomiste, donc je ne vais pas sortir de ma zone de compétence, je ne vais surtout pas vous donner des leçons là où je ne suis pas légitime, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les entreprises de l'énergie, il va y avoir des effets ciseaux. Donc, à mon sens, il est beaucoup plus prudent et même beaucoup plus rémunérateur de continuer à investir sur les entreprises qui font la transition énergétique, parce qu'elles ont vraiment une capacité de production qui monte au fur et à mesure qu'on s'équipe. Donc là, on est vraiment sur du linéaire
entre l'activité, si vous voulez, et le chiffre d'affaires. Et puis alors après, on a l'effet ciseau sur les bénéfices. Ça, on est sûr que ça va continuer. En revanche, les brokers d'énergie, attention, c'est parti très fort dans un sens, ça peut partir très fort dans l'autre. Votre checklist, s'il faut résumer, donc nous sommes à quelques minutes de la fin du live, je tiens quand même à résumer tout ça pour ceux qui ont pris le train en route. Pour un été serein, parce que finalement, c'est quand même ça qui compte pour vous, n'attendez rien des flux de capitaux. C'est valable dans tous les sens. Ça veut dire, n'attendez rien des flux de l'État. C'est pas parce que l'État décide qu'il va mettre X milliards pour ci, X milliards pour ça, que ça va changer les choses cet été. N'oubliez pas qu'on est sur des temps longs. De la même manière, et c'est volontairement un double sens, les flux de capitaux risquent de se tarir un peu là pour des questions d'augmentation du prix de la dette. Vous savez que les taux d'intérêt augmentent, on a les banques centrales qui commencent à se demander ce qu'elles font. On n'est pas à l'abri de surprises dans les prochaines semaines. Ne partez pas non plus sur des startups qui peuvent avoir besoin de capitaux tout de suite. Il y a des levées de fonds en ce moment, je sais. Il y a des entreprises qui disent qu'on est les plus forts, on est les meilleurs, et puis regardez, on va prendre l'argent des actionnaires et des banques. Attention, ça ne marchera peut-être pas forcément très bien dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc faites le gros dos au niveau des capitaux. Ne pensez pas qu'il va y avoir des grosses déformations de marché grâce aux milliards de l'État. Ça n'arrive pas en quelques semaines. Et de la même manière, ne pensez pas que toutes les entreprises auront autant d'argent que ce qu'elles veulent. Donc, quand vous investissez sur un dossier, vérifiez bien qu'elle est solvable. Si elle ne fait pas de bénéfices, qu'elle a au moins le temps de voir venir sur les dépenses jusqu'à au moins 2023. Ça, c'est mon conseil d'ordre de grandeur. Deuxième point, ne pas investir ni contre l'État, ni avec lui. Contre l'État, parce qu'évidemment, on peut avoir envie d'être contrarien et se dire qu'on est plus intelligent que tout le monde et qu'on va faire le contraire de ce que dit l'État. Ce n'est pas une très bonne idée. Il a quand même une force de frappe. On va le voir dans quelques instants sur McPhee. Quand il met de l'argent sur la table, il se passe des choses. Alors c'est lent. Encore une fois, ce n'est pas juste pour cet été, mais on ne peut pas se battre contre l'argent public. Mais il ne faut pas non plus chercher à investir avec l'État. Je crois que l'expérience d'EDF, là, elle est quand même très brûlante pour beaucoup d'investisseurs. L'État, ce n'est pas notre ami. Il a un affectio societatis qui est quand même tout relatif. Il peut se permettre de tuer les petits porteurs financièrement si ça lui permet de mener sa politique énergétique et sociale à bien. Donc, si vous aviez acheté du EDF il y a un an, malgré la folie spéculative de ces derniers jours, on a gagné 30% en quelques séances, et ben vous auriez gagné, roulement de tambour, 1,9% en un an. Autant vous dire qu'en termes de risk-reward, c'est complètement nul. Je vous mettais en garde là-dessus quand on commençait à avoir les premières rumeurs. Jouer le rachat, c'était vraiment un jeu très périlleux. Les seuls qui ont gagné, c'est ceux qui ont acheté il y a 2 semaines. Mais honnêtement, si vous étiez bien informé et que vous aviez voulu jouer la rumeur, eh ben vous n'auriez rien gagné du tout. Donc investir avec l'État, c'est franchement pas la bonne stratégie. Et enfin, gardez le cap. 2022, c'est une année de transition, ce n'est pas une nouvelle norme. Alors je sais qu'on va se prendre un plomb énergétique et probablement économique de l'ordre de 10%, mais ce plomb n'arrivera qu'une fois, ça c'est la bonne nouvelle. Donc il y aura des ajustements, comme je vous le disais, on va avoir des ajustements au niveau des énergéticiens qui vont perdre leur marge de manœuvre, on va avoir des ajustements au niveau des entreprises d'industrie lourde qui vont peut-être devoir perdre leur outil de production par manque d'énergie. Donc si vous avez des portefeuilles industriels par ailleurs, je vous engage à profiter de l'été là pour faire un petit peu de ménage. Parce que, je ne veux pas citer de nom, parce que ce n'est pas mon objectif aujourd'hui de vous dire qui vendre et puis qui ne pas garder, mais voilà, dans les industries très consommatrices de gaz, je vais vous donner les billes comme ça, essayez de vous alléger, parce que les mauvaises nouvelles peuvent arriver industriellement dès le mois de septembre-octobre, et elles seront connues par les marchés en fin d'année, en début d'année prochaine. Donc, autant ne pas être sur ces dossiers à ce moment-là, d'autant que, vous le savez, il y a de très belles choses à faire par ailleurs. Et enfin, souvenez-vous du laïus de Warren Buffett qui dit qu'il faut investir comme si les marchés allaient fermer demain pour 5 ans. Je pense que là, c'est un bon exercice aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si les marchés ferment demain pour 5 ans? Est-ce que nos startups seront encore vivantes dans 5 ans? Oui, n'investissez que dans elles. Est-ce que nos énergéticiens survivraient à une vague de nationalisation? Là, la réponse est oui et non. Donc, il faut être méfiant sur les valeurs qu'on met en portefeuille dans le secteur de l'énergie. Et voilà, si vous mettez en place cette checklist, je pense que tout se passera bien pour votre été.